Salut à tous! Ça faisait un bon moment que j'avais envie de traiter cette question dans une de mes vidéos. L'Union Européenne est-elle un quatrième Reich? En préambule, et vous allez voir que ça décoiffe, on va écouter une interview de Marie-France Garot sur Radio Courtoisie le 3 mars 2015. Il faut savoir que Marie-France Garot a été une femme politique très influente, par exemple auprès de Georges Pompidou. Dans les institutions allemandes, le Bundestag comporte 2 chambres, la chambre haute où les États fédérés sont représentés, la chambre basse où le peuple est représenté. Mais le Bundestag dispose d'un droit propre, qui n'est pas en tant que ces 2 chambres, qui est son droit à lui. Et ce droit propre lui donne la capacité d'éliminer toute disposition contraire au bon fonctionnement de la démocratie allemande, laquelle est supérieure à la démocratie européenne, parce qu'il y a un peuple allemand alors qu'il n'y a pas de peuple européen. Dans un groupe d'États qui sont liés par les mêmes traités, quand un seul de ces États peut se délier du lien qui est commun à tous, évidemment, elle est maîtresse du jeu. Absolument. C'est tout à fait clair. Ça s'appelle un empire. Nous sommes dans le quatrième Reich. Tout à fait. On va maintenant écouter Étienne Chouard, qui résume parfaitement les débuts de la communauté européenne. Mélenchon, il me captive quand il déclenche, quand il part dans une diatribe contre la finance. C'est épatant. J'adore Mélenchon quand il commence puisqu'il connaît bien le sujet. Il est super. Et en même temps, ce mec me dit, il faut rester dans l'Union européenne, qui pour moi est un projet fasciste. L'Union européenne, pour moi, c'est un projet qui a été pensé par des nazis comme Walter Hallstein et qui a été dirigé par des nazis comme Walter Hallstein, qui a été le premier président de la Commission européenne. Walter Hallstein était un dignitaire nazi qui avait écrit pour Hitler, à sa demande, un plan pour une nouvelle Europe qui ressemblait à l'Union européenne. C'est-à-dire très antidémocratique, complètement antidémocratique. Parmi les pères fondateurs de l'Europe, il y a bien entendu Robert Schuman, qui en 1940 votait les pleins pouvoirs à Pétain et devenait ensuite secrétaire d'État sous Vichy. En 1950, Robert Schuman faisait une déclaration proposant une communauté européenne du charbon et de l'acier. Et on y trouve cette phrase : « L'Europe ne se fera pas d'un coup, ni dans une construction d'ensemble, elle se fera par des réalisations concrètes, créant d'abord une solidarité de fait. » Eh bien, sachez que cette phrase est inscrite dans son intégralité sur tous les chéquiers de France et de Navarre. Quand vous remplissez un chèque, vous croyez écrire sur des lignes. Il s'agit en réalité du texte que je viens de vous lire, amputé de ses espaces. On va maintenant parler du premier président du Conseil européen, qui est tout de même resté 5 ans à la tête de celui-ci. Je cite l'article de Libération. Il aura fallu une semaine pour que Herman Van Rompuy retire de son site un poème d'un prêtre flamand nazi, Cyril Verchev, condamné à mort par contumace à la Libération par la justice belge. Je ne sais pas si vous prenez la mesure de ce que je vous raconte. Le premier président du Conseil européen, Herman Van Rompuy, a publié sur son blog le poème d'un nazi notoire et a mis plus d'une semaine, face à la polémique, à le retirer de son blog. Alors maintenant, on va écouter Pierre Hillard, docteur en sciences politiques, invité dans l'émission de France Culture Les Enjeux internationaux, le 7 janvier 2002. On retrouve maintenant les enjeux internationaux. Bonjour Thierry. Et bonjour Pierre Assouline. On se dirige vers une Europe des régions à base ethnique. Eh bien, écoutez, réponse dans un instant avec notre invité Pierre Hillard, spécialiste de la construction européenne. Vous avez publié récemment, d'ailleurs en nouvelle édition cette année, une véritable mine d'informations, de renseignements. Et il faut le rappeler aussi, l'Allemagne, on a beaucoup parlé avec notamment des invités allemands, l'Allemagne a déjà élargi au fond l'ACE des 12 et puis l'Union européenne des 15 par les eurorégions, par la reconstruction de ce fort d'influence et puis par une certaine vision impériale au sens neutre du terme qui est constitutive de son histoire et qui évidemment est assez logique. On voit d'ailleurs la façon dont un certain nombre de pays sont tombés dans l'escarcelle économique allemande. C'est très frappant quand on est dans les pays baltes, c'est très frappant évidemment en Tchéquie et on pourrait parler de bien d'autres régions sans même parler de la Croatie. Donc il y a, on l'a dit, un risque de démantèlement des États-nations. C'est un sujet d'ailleurs relativement tabou en France. Les Français sont très complexés à l'égard de l'Allemagne concernant la défense de leur système ontologique étatique français. Alors ce travail est considérable, il faut le saluer, mais on en parle peu de cette question. Hélas, oui. Voyez-vous, la question centrale est la suivante. Quel est le type d'Europe qui nous attend ?
c'est un État fédéral des régions à base ethnique dominé par l'Allemagne. Il ne s'agit pas de tomber dans une germanophobie primaire, il s'agit d'établir des faits. Même secondaire d'ailleurs. Et même secondaire. Vous avez dans la construction européenne 5 documents clés. La charte des langues régionales ou minoritaires, la convention cadre pour la protection des minorités, la charte de l'autonomie locale, la charte de l'autonomie régionale et la charte de Madrid qui a pour but de transformer les frontières d'État en frontières administratives. Ces 5 documents clés sont tous allemands. Dans cette émission passionnante, Pierre Hilard touche un sujet très sensible, puisque dès son accession au pouvoir en 1933, Hitler s'est intéressé au mouvement indépendantiste pour déstabiliser la France. Et à ce sujet, je vous conseille de visionner cet excellent documentaire réalisé par France 3 et diffusé en 2011, Berlin-Vichy-Bretagne, qui montre comment certains chefs indépendantistes bretons ont été financés ou aidés, directement ou indirectement, par le régime nazi. Sachez que la page Wikipédia de Pierre Hilard a disparu. De mon côté, ça ne m'étonne pas vraiment. J'ai pu constater que Wikipédia est totalement contrôlé politiquement. On va maintenant écouter Charles Gave, économiste, entrepreneur et financier français, dans une conférence qu'il a donnée à l'École normale supérieure en 2010. Vous regardez les comptes publics des différents pays européens. Il n'y a qu'un État qui a des comptes publics à peu près convenables aujourd'hui, parce qu'il s'est bien redressé depuis 10 ans, c'est l'Allemagne. L'Allemagne est quasiment à l'équilibre budgétaire, a des excédents extérieurs de l'ordre de 7% de son PNB, ou 8%, ce qui est monstrueux. Ça veut donc dire que l'Allemagne va mettre sous protectorat financier tout le reste de l'Europe. C'est-à-dire qu'on va avoir des fonctionnaires allemands qui vont dire les dépenses qui sont autorisées et les dépenses qui ne sont pas autorisées, en Grèce d'abord, au Portugal ensuite, en Espagne après, et dans 15 jours, allez, donner un peu de temps à la crise, et au marché en France. Parce que la situation budgétaire française est absolument cataclysmique. La France a perdu à peu près 2 points de PNB en déficit structurel depuis 2000, alors que l'Italie en regagnait 2. Donc, tout le monde vous explique que l'Italie va faire faillite. L'Italie est dans une bien meilleure situation que la France. L'Italie a un excédent structurel de son budget de l'ordre de 7,5 à 8% par an. La France a un déficit de 5. Donc, on a 13 points de différence avec l'Italie. Donc, ce que je veux dire, c'est que moi, je suis d'une famille à l'origine qui était alsacienne. Nous avons quitté l'Alsace en 1870 pour rester français. Donc, et mon arrière-grand-père s'est battu contre les Allemands, il était officier. Mon grand-père s'est battu contre les Allemands, il était officier. Mon père s'est battu contre les Allemands, il était officier. Et moi, je vais me retrouver avec la France mise en tutelle financière par l'Allemagne. Quelque part, ça m'agace. Dans cette thèse, qui consiste à imaginer l'Union européenne comme un quatrième Reich, on peut se demander si l'Allemagne travaille pour son propre compte. À ce sujet, on va réécouter France Culture, toujours avec Pierre Hilard, cette fois-ci en 2005. Les relations germano-américaines qui ont pris un tournant le 27 février 2004, il y a un an de ça, avec un document qui n'a pas été évoqué dans la presse française, qui est une alliance germano-américaine pour le XXIe siècle. Dans le cas de la Commission européenne, lorsqu'on va sur le site, il y a 3 niveaux. Il y a gouvernance, gouvernance européenne, gouvernance mondiale. Et donc, cette Europe, cette Union européenne morcelée sera beaucoup plus réceptive au libre-échange anglo-saxon. Il faut bien comprendre que le libre-échange anglo-saxon et la régionalisation, ça se complète. Est-ce que vous êtes d'accord ou non pour dire qu'au fond, il y a quand même dans ce projet constitutionnel deux visions, on va dire, politico-philosophiques, même si c'est un peu prétentieux, l'une anglo-saxonne en matière économique et l'autre germanique en matière politique? Oui, c'est le couple. C'est le couple. Et dans cette affaire, cette Europe va être peu à peu un continent parcellisé, concassé, pour le plus grand profit des instances mondialistes, avec une frontière de l'Union européenne qui s'étend de plus en plus vers l'Est. La Turquie, il faut savoir que la Turquie est déjà intégrée depuis belle lurette dans les instances européennes par différents documents. L'aménagement du territoire, la Turquie est intégrée. La Turquie plus l'Ukraine, plus les États du Caucase, plus la Russie jusqu'à Vladivostok. J'ai la carte qui le montre.
Vous pensez que le lien transatlantique reste un lien, premier dans l'adhésion pour en ce qui concerne l'avenir de l'Europe? Oui, parce qu'il faut savoir... Donc, ça ne serait pas très européen, alors? Pas du tout, parce que l'objectif, c'est de créer un bloc euro-atlantique. Et ça a pris un démarrage fulgurant cette année, le 13 janvier 2005, je pensais une chose, avec le Parlement européen qui a adopté une résolution, et ça, il faut que les auditeurs de France Culture le sachent, qui dit, je cite, j'ai le papier, le Parlement européen propose d'établir une communauté d'action transatlantique. Il considère que le dialogue transatlantique des législateurs doit prendre toute sa dimension, qu'il convient de mettre en place immédiatement un système d'alerte rapide entre les deux parties, sont entendu américains et européens, et que les échanges interparlementaires existants, que les auditeurs écoutent bien, devraient être graduellement transformés en une assemblée transatlantique de fait. Le Parlement européen charge son président de transmettre la présente résolution au Conseil, à la Commission et au Parlement des États membres, ainsi qu'au président et au Congrès des États-Unis d'Amérique. Où est l'Europe contrepoids? Où est l'Europe puissance? Alors aujourd'hui, c'est un secret pour personne, l'Union européenne est principalement dirigée par des lobbies comme Bayer-Monsanto. Alors pour ceux qui ne le savaient pas, Bayer, donc entreprise allemande, achetait pendant la guerre des déportés d'Auschwitz pour en faire des cobayes lors de leurs expérimentations médicales. Quant à Ford, une entreprise américaine, elle employait pendant la guerre prisonniers et déportés en produisant pour la Wehrmacht. Radio Paris, Radio Paris, Radio Paris est allemand, Radio Paris, Radio Paris, Radio Paris est allemand.